Que ce sera en quelque sorte une perspective historique du passé vers l'avenir. Je vous montre quelques-uns des protagonistes, François Jacob, Jacques Monod, et puis le laboratoire lui-même avec François Gros et votre serviteur en train de lire un compliment pour le 50e anniversaire de Jacques Monod. J'étais à ce moment-là étudiant en thèse, et je venais juste de rentrer dans le laboratoire de Jacques Monod. Et après un meeting conjoint entre François Jacob et Jacques Monod, le sujet m'a été proposé de travailler sur un système enzymatique qui avait été découvert par Umbarger et qui se trouve être un enzyme régulateur impliqué dans une fonction d'inhibition rétroactive, ce que l'on appelle en anglais la feedback inhibition, donc un concept cybernétique. Et là, on se trouve au niveau de la molécule d'enzyme, et ce que Umbarger a montré, c'est que cette enzyme est inhibée sélectivement par le produit final de la chaîne, que vous voyez ici, qui est l'isoleucine, et que d'autre part, il présente des propriétés relativement intéressantes de coopérativité, c'est-à-dire que la relation entre le substrat, enzyme-substrat, est telle qu'il y a une sorte de réaction bimoléculaire, à la fois pour le substrat et aussi pour l'effecteur régulateur. Donc le projet que j'avais choisi, parmi ceux que Jacob et Monod m'avaient présenté, était d'étudier plus avant le mécanisme de cet effet inhibiteur de l'isoleucine sur la thréonine des aminases. Et j'ai d'abord évidemment reproduit les résultats d'Umbarger, c'est la première des choses à faire. Et ensuite, je me suis intéressé à ce mécanisme propre à l'enzyme lui-même, d'être en quelque sorte un enzyme régulateur, d'être sous le contrôle de l'isoleucine. Et une des premières choses que j'ai pu observer, c'est que ce contrôle pouvait disparaître sans que l'activité enzymatique ne soit altérée. C'est-à-dire que vous voyez ici, sur ce schéma, ici l'inhibition de la réaction enzymatique par l'isoleucine, et au fur et à mesure qu'on chauffe à 55 degrés l'enzyme en extrait brut, on se rend compte qu'on peut garder l'activité et perdre la régulation. Et il y a donc un découplage entre activité enzymatique et régulation. Ça veut dire que dès le départ, il y avait une mécanique sélective dans la protéine enzymatique qui était responsable de l'inhibition par rétroaction, et d'autre part, ces effets non linéaires dont j'ai parlé tout à l'heure, eh bien, étaient découplés en même temps que l'inhibition par l'isoleucine disparaissait. Donc, il y avait quelque chose à comprendre là. Et c'était d'autant plus intéressant que tout à fait en parallèle, de manière indépendante, John Gerhardt, c'est dans le laboratoire d'Arthur Pardy, c'est-à-dire qu'il avait la même position que moi dans le laboratoire de Jacques Monod, mais là c'était dans celui d'Arthur Pardy aux États-Unis, trouvait des résultats très semblables avec l'aspartate transcarbamylase. Et j'ai été amené à écrire un petit texte sous la suggestion de Jacques Monod sur ses premières observations. Et comme j'ai toujours aimé faire des théories, ça n'a pas arrêté d'ailleurs depuis, puisque je continue, la proposition qui a été faite, c'est qu'on avait à choisir entre deux modèles. Un premier modèle, c'est celui classique depuis Michaelis et Menten de l'inhibition compétitive par empêchement stérique pour le même site, ou des sites chevauchants, donc une interaction directe. Et l'alternative était qu'on puisse avoir des sites non chevauchants, mais qui
interagissent l'un avec l'autre. Et j'avais donc choisi dans ce premier texte le modèle numéro 2, donc de sites non chevauchants, avec une interaction entre sites stéréospécifiques topographiquement distincts et qui soient transmises par un changement conformationnel. Et ce modèle a été repris dans la discussion générale du colloque par Monod et Jacob, et ils ont donné un terme qui est devenu maintenant très populaire, celui d'allostérie, pour définir le modèle numéro 2 de sites non chevauchants. Donc l'idée étant qu'il puisse y avoir, au niveau de certains enzymes régulateurs, une interaction entre sites distincts qui soit transmise par un changement conformationnel de la molécule, qui ne soit donc pas un modèle standard par empêchement stérique. Donc, si ça change de forme, mais que ce sont un modèle où ils ne se touchent pas, deux enzymes qui ne se touchent pas, oui. Il n'y a rien d'autre qui fait que ça communique entre les deux, puisque de toute façon ils ne se touchent pas, donc que la forme est changée soit. C'est sur la même enzyme, hein. C'est deux sites distincts sur la même enzyme. Sur la même enzyme, d'accord. Ah oui, ça c'est sur la même protéine, bien entendu. Okay. C'est pas entre... Bon, ça pourrait être aussi entre protéines distinctes, mais la nécessité à ce moment-là serait que ces deux protéines s'associent entre elles et qu'elles communiquent vers un changement conformationnel. Et ça peut exister, hein. C'est pas du tout une question sans intérêt, c'est des possibilités même évolutionnistes. C'est-à-dire comment construire un enzyme régulateur. Ben, on parle d'un enzyme, on parle d'une protéine qui lie le signal régulateur, on les associe et on crée un enzyme régulateur. Mais justement, ce qui était intéressant dès le départ, c'était d'essayer de mettre en relation une propriété physiologique avec un dispositif structural. C'est ça la thèse. Et en quelque sorte, le but de mon travail était de sortir de la cybernétique ou de la physiologie bactérienne et de s'intéresser à une mécanique moléculaire, en quelque sorte de transduction du signal. Alors à l'époque, l'idée que tout le monde avait, c'était que quand un ligand se fixe sur une protéine, il change la conformation de la protéine en se fixant, et qu'il y a de ce fait un changement des propriétés à l'autre bout du site actif. Et il y a donc une sorte d'ajustement induit, enfin d'une instruction par le ligand du changement conformationnel. Et c'est ce qu'avait proposé pour en fait rendre compte de l'activation des systèmes enzymatiques, Kochland, et Kochland avait appelé ça Induced Fit. Donc nous avions, dès cette époque-là, et c'était le cas aussi dans l'article suivant qui a eu assez gros impact, on pensait qu'il y avait une sorte d'induced fit conformationnel qui permettait de relier les deux sites. C'est la première des choses auxquelles on pense. Comme pour la girafe et son évolution, elle allonge son cou pour essayer d'attraper les feuilles qui se trouvent dans les arbres. Enfin, c'est, si j'ose dire, un mécanisme instructif lamarckien. Bon, on n'était pas du tout conscient de ça, hein, donc c'est de suivre en quelque sorte un peu la mode. Et donc, dans cet article de revue qui était écrit par Jacques Monod, auquel j'ai d'ailleurs pas mal participé, et qui a été fait à partir de mon travail et de celui de John Gerhardt essentiellement, il y avait donc la définition de ce concept d'allostérie et surtout de protéines régulatrices allostériques. On a aussi découvert des activateurs allostériques, c'est important pour, comme nous y reviendrons sur la notion de modulateur allostérique. Et puis les premiers résultats sur la structure de l'hémoglobine étaient proposés. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, il n'y avait que deux protéines dont on connaissait la structure cristallographique, la myoglobine par Kengru et l'hémoglobine. Donc c'était, comme vous voyez, des bases structurales peu riches, je dirais même réduites à leur plus simple expression. La question qui était posée à la fin de l'article était de savoir si les répresseurs génétiques
étaient des protéines allostériques. Et en fait, c'était la grande préoccupation de François Jacob, qui était co-auteur du papier, parce que dans leur premier modèle sur l'opéron, que vous devez connaître, en fait, le répresseur était un ARN. Maintenant, c'est à la mode, les micro-ARN deviennent très très populaires. Ouais, bah, à l'époque, c'est ce qu'ils ont pensé aussi, sauf que c'était faux. Alors, ils se sont rendus compte rapidement que cette hypothèse n'était pas la bonne, et Jacques Monod en a profité pour intégrer les désirs de François Jacob de proposer que le répresseur était aussi une protéine allostérique. Donc, c'était un des points forts de l'article, bien que sa visée était plutôt de comprendre la transduction du signal. Et à cette époque-là, il y avait un débat à partir de travaux variés de Gordon Tompkins et d'autres à propos du changement de conformation qui pouvait avoir lieu. L'hypothèse qui a été longuement débattue dans l'article, c'était de savoir s'il n'y avait pas une transition d'agrégation qui intervenait, qu'on en voyait pas mal dans les protéines à l'époque, et c'était une question posée. Ça, c'est juste ma thèse. Et dans mon travail de thèse, où j'ai avancé progressivement dans la compréhension des cinétiques enzymatiques de la tréonine des aminases, la relation initiale qui avait été observée par Wumberger a été non seulement confirmée, mais vraiment généralisée. Et il y avait d'autres systèmes enzymatiques qui présentaient exactement la même chose. Et ça paraissait un des traits les plus intéressants, surtout après la découverte des activateurs allostériques, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui en fait convertissent la courbe sigmoïde pour le substrat en une hyperbole. Donc il y a une relation entre effet régulateur et coopérativité. Alors vous voyez tout de suite que sur le plan physiologique, ça a une signification, parce que quand vous avez un signal cellulaire qui est susceptible d'agir sur un enzyme ou sur une étape quelconque du métabolisme cellulaire, il est préférable que s'il y a un modeste changement de concentration, il y ait un effet plus rigide, plus tout ou rien sur la réaction biologique qui est sous le contrôle. Donc il y a le seuil, un système de déclenchement de tout ou rien lorsque on ajoute le signal. Donc vous voyez que cette relation entre coopérativité et régulation par signal de feedback était évidemment très intéressant. Et l'autre chose qui se manifestait aussi, c'était qu'il y avait évidemment un découplage entre ces divers types d'interactions à la suite de traitements que j'ai mentionnés tout à l'heure, température, métaux lourds, que sais-je. Donc ça restait le projet sur lequel des hypothèses structurales devaient être formulées. Alors, pour nous aider, il y avait évidemment un vieux système qui est l'hémoglobine, pour lequel on voit des effets coopératifs, vous les connaissez, j'imagine bien. Et ces courbes sigmoïdes pour la fixation de l'oxygène sont évidemment très importantes, parce que la pression d'oxygène dans les tissus est évidemment faible par rapport à la pression d'oxygène dans le poumon. Et là, la courbe en S permet justement une charge et un relargage d'hémoglobine lorsqu'il y a une faible variation de concentration de l'oxygène. Donc cette coopérativité a une signification très profonde. Et d'autre part, elle peut être modifiée par le pH, ce qui aussi contribue à la régulation de ces défis. Donc ce que j'avais mentionné pour les systèmes régulateurs se trouvait sous une forme un petit peu élémentaire, mais très anciennement connue chez l'hémoglobine. Et cette forme de sigmoïde de courbe dès les années 50 avait été proposée par Jeffrey Wyman sur la base de la propriété structurale de symétrie de la molécule d'hémoglobine, que les propriétés symétriques de la courbe de saturation
de l'oxygène reflétait une organisation symétrique de la structure de la molécule. C'était une pensée extrêmement profonde de la part de Jeffrey Swaman, et une des grandes raisons pour lesquelles il était aussi associé à notre travail, comme vous allez le voir dans une seconde. Alors l'autre aspect que j'ai déjà mentionné, c'était l'hémoglobine, et là la structure était quand même plus précise pour Max Perutz, et il avait pu montrer que les HEM, vous savez qu'il y en a 4 par molécule d'hémoglobine qui fixent l'oxygène, sont à une distance qui est de l'ordre de 30 angstroms. Donc vous voyez que là, on a un effet d'interaction réellement allostérique, en ce sens que c'est une interaction à distance, ce n'est pas deux molécules d'oxygène qui interagissent entre elles au niveau de la protéine, mais des molécules qui se fixent sur des sites topographiquement distincts. Et d'autre part, il avait noté que la molécule possède des propriétés de symétrie intéressantes, justement en relation avec celle proposée par Jeffrey Swaman, avec un tétramère pseudo-symétrique. C'est un tétramère, mais il y a évidemment deux axes de symétrie. Il y a un axe de symétrie vrai et deux pseudo, puisqu'il y a alpha 2, bêta 2, donc et alpha bêta c'est un pseudo-symétrique, et il y a un axe de symétrie de rotation entre les deux dimères alpha bêta. Donc c'est un résultat intéressant pour les questions de symétrie. D'autre part, ce qui avait été observé au début par Muriel Perutz, c'était que il y avait un changement de conformation lors de la fixation d'oxygène. Ce n'était pas d'ailleurs une dissociation complète, enfin, ça ne se voyait pas sur les cristaux. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il semblait voir uniquement un changement de propriété quaternaire, c'est-à-dire d'association des sous-unités entre elles et rien d'autre. Comme si il y avait un mystérieux changement global de la forme de la molécule, que d'ailleurs Perutz ne connaissait pas. Ces données ont évidemment inspiré d'autres, Jacques Monod, qui s'est beaucoup intéressé à l'organisation quaternaire des protéines et leur organisation symétrique. Et de mon côté, j'ai rencontré donc Max Perutz à cette époque, et la question que je me posais, c'était de savoir comment sur un système aussi mal défini que la thréonine des aminases, comparé à l'hémoglobine, bien entendu, on pouvait avoir des suggestions en ce qui concernait le changement de conformation. Et ce que j'ai montré, c'est que en présence d'urée, la molécule de thréonine des aminases se dissocie en sous-unités, et si on ajoute un inhibiteur allostérique ici, l'isolécine, eh bien on réactive l'enzyme, ce qui peut paraître paradoxal pour un inhibiteur. Par contre, si on ajoute des activateurs allostériques, il y a un accroissement de la dissociation. Donc, ce qui veut dire qu'il y a donc un changement de l'état d'association des sous-unités lorsque on ajoute un effecteur régulateur, et c'est sur cette base que, dans les débats avec Jacques Monod, l'idée a été proposée que en fait, la thréonine des aminases pouvait exister sous deux états conformationnels qui n'étaient pas des états dissociés, mais des états associés, mais où les interactions entre sous-unités étaient modifiées, de sorte qu'il y avait d'une part un état très compact qui était stabilisé par les inhibiteurs, et un état plus ouvert qui était stabilisé par les activateurs. Donc c'est en quelque sorte la date de naissance d'un modèle de changement conformationnel à deux états, puisque dans la discussion, Jacques Monod m'avait réprimandé, parce que je voulais qu'il y ait trois états, rien, l'activateur, l'inhibiteur. Je lui ai dit, pourquoi vous utilisez trois états? Deux doivent suffire.
Et finalement, on est arrivé à la proposition, sur laquelle évidemment tout de suite j'ai réagi de manière positive, que en fait on avait, comme dans le cas de l'hémoglobine, des protéines allostériques qui étaient formées de sous-unités, donc des oligomères, possédant une propriété de symétrie, et que ces oligomères étaient capables d'exister sous deux états en équilibre réversible, et qui d'ailleurs conservaient, c'est ça l'idée générale, leur symétrie, mais qui néanmoins changeaient de conformation. C'est ce que nous avions appelé la contrainte quaternaire, c'est-à-dire que les sous-unités elles-mêmes, pour qu'elles puissent changer d'organisation au sein de l'oligomère, devaient elles-mêmes avoir un changement de structure tertiaire, ce que à l'époque Max Perut n'avait pas observé, mais que nous proposions dans ce modèle, et que les effecteurs agissant sur ce mécanisme de transduction du signal stabilisaient soit l'état inactif, soit l'état actif. L'état inactif est un état contraint ou compact, et l'état actif étant dans ce système un état relâché. Donc cette hypothèse avait été faite essentiellement pour rendre compte de la relation entre propriété coopérative et transduction du signal. Et vous voyez qu'en une seule étape, il y a à la fois changement de la coopérativité et de l'état d'activité du système. Donc on relie ensemble ces deux fonctions, en quelque sorte, par un mécanisme moléculaire global. Et le modèle est évidemment formalisé à partir de ces états de repos R et T en équilibre conformationnel. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on postule donc une constante d'équilibre en l'absence de ligand, et que les ligands vont se fixer sur l'un ou l'autre de ces états et créer une fonction de liaison ainsi qu'une fonction d'état. La caractéristique de ce système étant qu'à la différence de l'induced fit, il y a une distinction entre changement conformationnel qui peut exister en l'absence de ligand, donc, et liaison du ligand qui évidemment ne se superpose pas en fonction de la concentration à l'évolution de la conformation de la protéine. Donc c'est une proposition qui a été considérée à l'époque comme assez révolutionnaire et qui a donné lieu à des débats considérables, mais qui fait aussi, peut-être à cause des débats, peut-être à l'intéresse, un des papiers les plus cités dans le domaine de la biologie, enfin quand même très cité, puisqu'on en est à 6000 citations aujourd'hui, et que en fait le nombre de citations ne fait qu'augmenter en ce moment, ce qui est une chose un peu paradoxale pour un papier de cet âge-là. Beaucoup d'entre vous, évidemment, n'étaient pas nés, et loin de là, ce qui veut dire aussi que je ne suis pas tous dans ma première jeunesse. Bon. Néanmoins, quand j'avais votre âge, donc j'ai participé à ce travail, j'ai voulu un beau jour, évidemment, faire les choses par moi-même, et m'émanciper en quelque sorte de mon maître, pour qui j'avais beaucoup de respect et d'ailleurs beaucoup d'affection, ceci dit, mais bon, toujours les scientifiques aiment bien avoir la propriété de ce qu'ils font. Donc, je suis allé chez John Gerhardt et Howard Sharpman qui avait mis au point le système de l'aspartate transcarbamylase pour comparer fonction de liaison et fonction d'état, et j'ai bien entendu trouvé que c'était différent, et donc le modèle de l'induced fit, c'est-à-dire de l'instruction d'un changement conformationnel par le ligand au lieu de la sélection d'un état conformationnel préexistant, l'induced fit ne rendait pas compte des données expérimentales que nous avions obtenues. Donc il s'agit là d'une
d'une étape importante et dans la démonstration du modèle. Et dans la conclusion de ma thèse, que je signais par moi-même d'ailleurs, bien entendu, je proposais que ce schéma puisse être étendu à d'autres protéines. Bon, Jacques Monod et François Jacob avaient proposé les récepteurs hormonaux et les facteurs de transcription, ce qu'on appelle facteurs de transcription, répresseurs du système LAC. Et là, je proposais que ça soit le système nerveux et qu'en quelque sorte, dans notre cerveau, les systèmes de communication entre neurones fassent intervenir des protéines allostériques. J'accompagnais ça d'ailleurs d'un petit schéma où vous voyez que la proposition était évidemment d'avoir des oligomères dans la membrane et de faire en sorte que l'état d'activité du système change et l'état d'activité, évidemment, c'est un transport ionique ici, puisque la réponse à l'acétylcholine est une réponse électrique. Donc, c'était une première proposition que j'étendais aussi un peu plus tard avec Charles Kittel, qui était malheureusement qui nous a quittés il y a quelques années, qui était un physicien du solide à Berkeley, en proposant que c'était non seulement valable pour les oligomères, mais aussi qu'on pouvait imaginer l'extension du modèle à des réseaux de protéines membranaires. Nous y reviendrons tout à fait à la fin de mon exposé.